On a tous appris en calcul à mesurer des aires bien sages, bien définies. Mais qu'est-ce qui se passe quand cette aire, elle s'étend à l'infini, ou quand la courbe elle-même s'envole, part à la verticale? C'est là qu'entrent en scène les intégrales généralisées. On va voir comment elles nous permettent de littéralement dompter l'infini. Alors, voilà le plan de vol. On va commencer par du connu pour se mettre en jambe. Ensuite, on va se frotter à l'infini. On verra qu'il y a deux issues possibles, convergence ou divergence. Puis, on sortira la boîte à outils du détective. Et enfin, on verra pourquoi tout ça, c'est loin d'être juste un exercice de maths abstrait. Allez, c'est parti. On commence par la première section. Et comme on dit, avant de courir, il faut savoir marcher. Donc revenons un instant sur la bonne vieille intégrale qu'on connaît tous, l'intégrale de Riemann. Ça, normalement, ça rappelle des souvenirs. On a une fonction bien gentille, continue, sur un intervalle fermé, bien borné entre A et B. L'intégrale, c'est tout simplement l'aire sous cette courbe, c'est propre, c'est net, ça nous donne un nombre fini. Voilà, ça, c'est notre base, notre terrain de jeu habituel. Ok, maintenant que les bases sont posées, on va commencer à s'amuser un peu. On va repousser les limites, littéralement. Qu'est-ce qui arrive si on commence à tordre un peu les règles du jeu? Voilà la question qui change tout. Imaginez que la borne supérieure, notre b, ne soit pas un nombre, mais l'infini. Ou alors imaginez que la fonction elle-même explose, qu'elle file vers l'infini en un point précis. Est-ce que ça veut dire que l'aire est forcément infinie? Eh bien, pas toujours. Visuellement, la différence est juste énorme. À gauche, on a notre cas d'école, une belle zone fermée, une aire qu'on pourrait presque colorier. Et à droite, c'est le Far West, une aire qui s'étire à perte de vue ou qui grimpe le long d'une falaise verticale. C'est ce nouveau territoire un peu sauvage qu'on va explorer ensemble. Et voilà quelques exemples concrets de ces problèmes. Le premier, classique, une borne est infinie. Le deuxième cas, c'est la fonction elle-même qui pose problème en un point, ici en 0. Et le troisième, alors là c'est le combo, les deux problèmes en même temps. Évidemment, chacun de ces cas va demander une approche un peu différente. Alors face à ces intégrales un peu folles, la question n'est plus seulement combien ça vaut, mais d'abord et avant tout, est-ce que ça a une valeur finie? Et là, il n'y a que deux réponses possibles. C'est vraiment le cœur du sujet. La grande astuce pour gérer l'infini ou un point qui explose, c'est d'utiliser un outil qu'on connaît déjà très bien, la limite. L'idée, c'est de ne pas y aller franco. On ne va pas à l'infini. Non, on prend une variable et on la fait tendre vers l'infini. On s'approche tout doucement du point problématique et on regarde comment l'aire se comporte. C'est simple, mais c'est absolument génial comme concept. Premier scénario possible, l'intégrale converge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si notre aire semble infinie, à mesure qu'on s'approche de la borne problématique, la valeur de l'aire se stabilise. Elle tend vers un nombre fini. C'est un peu fou quand on y pense, non? Une surface de longueur infinie peut avoir une aire finie. Dans ce cas, on dit que l'intégrale converge. L'autre scénario, c'est la divergence. Et là, c'est plus intuitif, on va dire. En s'approchant du problème, l'aire n'arrête pas de grandir, elle file vers l'infini, ou alors elle peut osciller sans jamais se décider. Dans tous les cas, elle ne tend pas vers un nombre fini. L'aire est donc vraiment infinie, ou indéfinie. Et là, on dit que l'intégrale diverge. C'est tout. Voyons ça en action avec notre premier exemple. La méthode est toujours la même, c'est une recette en 3 temps. 1. On oublie l'infini pour l'instant et on intègre jusqu'à une borne temporaire qu'on appelle x. 2. On fait le calcul et on obtient un résultat qui dépend de ce x. Et 3. Le moment de vérité, on fait tendre notre x vers l'infini et on regarde ce que devient notre résultat. Et alors, le résultat? Quand x devient gigantesque, e puissance moins x devient minuscule. Il tend vers 0. Donc 1 moins quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 1. Et voilà. L'aire sous cette courbe qui s'étire pourtant à l'infini vaut très exactement 1. Notre intégrale converge et on a même sa valeur. Maintenant, regardez bien cette comparaison, elle est super importante. À gauche, notre intégrale qui converge vers 1. À droite, un autre exemple, l'intégrale de 1 sur t. Cette fonction aussi, elle tend vers 0 à l'infini. Mais elle le fait moins vite. Et cette petite différence de vitesse, ça change tout. Son aire à elle est infinie, elle diverge. La conclusion? Tout est une question de vitesse à laquelle la fonction s'écrase vers 0. Ok, calculer la valeur exacte, c'est bien, mais des fois c'est très difficile, voire impossible. Alors, on change de stratégie. L'objectif n'est plus de trouver le chiffre exact, mais juste de répondre à la question « ça converge ou ça diverge ?» On enfile notre trench coat et on devient détective mathématique. Cette phrase de notre source est parfaite. Elle résume tout. En maths, et d'ailleurs en physique aussi, l'existence d'une solution finie est souvent bien plus importante que la valeur de cette solution elle-même. Savoir qu'un problème a une réponse stable, c'est ça qui compte. Et quel est l'outil principal de notre détective? La comparaison. C'est tout simple. On a une intégrale qui nous fait peur, on ne sait pas quoi en faire.
Eh bien, on va chercher une intégrale plus simple, une qu'on connaît par cœur, et on va les comparer. C'est comme si on avait des poids de référence pour peser un objet mystérieux. Si notre fonction est plus petite qu'une fonction qui converge, alors elle converge aussi. C'est logique. Et justement, ces fameuses intégrales de référence, les voilà. Ce sont les intégrales de Riemann. Avec elles, tout repose sur un seul paramètre, l'exposant alpha. La règle du jeu est simple. Quand le problème est à l'infini, ça converge si alpha est strictement plus grand que 1. Par contre, si le problème est en 0, c'est l'inverse. Ça converge si alpha est strictement plus petit que 1. Retenez bien ça, c'est vraiment la clé de voûte de beaucoup de démonstrations. Bon, tout ça, c'est bien joli, c'est un bel édifice mathématique. Mais concrètement, à quoi ça sert? Est-ce que ça a des applications en dehors d'un cours de maths? Eh bien, accrochez-vous, parce que c'est là que ça devient vraiment surprenant. La réponse est oui. Et elles sont absolument partout, en probabilité et en statistique, pour définir des lois de distribution, en physique, en traitement du signal. Et elles sont surtout à la base de certaines fonctions spéciales ultra puissantes, dont une en particulier qui va nous intéresser, la fonction gamma. Ça nous amène à une question un peu étrange, un petit casse-tête. On connaît tous la factorielle, n'est-ce pas? 4 factoriel, c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Facile. Mais alors, factoriel de 0. 0 factoriel, ça veut dire quoi? Le produit de aucun nombre? Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup de sens. Et pourtant, il y a une réponse, et elle est rigoureuse. La réponse, la voici. 0 factoriel, ça fait 1. Et attention, ce n'est pas juste une convention, une sorte d'arrangement pour que les formules marchent. Non, c'est une conséquence logique, une nécessité mathématique. La vraie question, c'est mais d'où ça sort? Et c'est là que notre histoire prend tout son sens. Rappelez-vous la fonction gamma, celle qui est définie par une intégrale généralisée. Eh bien, cette fonction est en fait le prolongement de la fonction factorielle. Elle a une propriété magique, gamma de n plus 1, c'est exactement la même chose que n factoriel. Alors suivons la piste. Si on veut calculer 0 factoriel, il suffit de calculer gamma de 0 plus 1, donc gamma de 1. Et gamma de 1, par définition, c'est l'intégrale de 0 à l'infini de e puissance moins t. Mais attendez, cette intégrale, on la connaît, c'est la toute première qu'on a calculée ensemble, et on a trouvé qu'elle valait 1. La conclusion est imparable. Puisque 0 factoriel est égal à gamma de 1, et que gamma de 1 vaut 1, alors 0 factoriel est égal à 1. La boucle est parfaitement bouclée. Et c'est ça la vraie morale de l'histoire. En apprenant à manipuler l'infini avec des outils comme les intégrales généralisées, on ne fait pas que résoudre des équations compliquées. On en vient à définir des concepts aussi fondamentaux que la factorielle de 0. On construit les fondations sur lesquelles reposent d'autres théories. Ce qui laisse une question assez vertigineuse en suspens. Combien d'autres vérités qu'on tient pour acquises en science ne sont au fond que le résultat de notre capacité à avoir su un jour dompter l'infini?